Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-François, bonjour Amadeo. Bonjour. Voilà. Bienvenue donc pour cette présentation de notre société Verimatrix. Donc c'est une présentation qui va durer à peu près une petite heure. Bonjour Mohamed. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'historique, bien évidemment, de Verimatrix, ses différents métiers. Et puis je pense qu'aujourd'hui le thème un petit peu, c'est bien sûr les présentations des résultats de 2023, mais aussi les perspectives de 2024, peut-être le changement de modèle, ce que j'ai cru voir un petit peu dans la société. Merci messieurs donc pour cette présentation. Moi, je serai simplement l'intermédiaire entre les participants qui posent des questions que je pourrais peut-être éventuellement poser au fur et à mesure, si bien sûr c'est en accord avec le thème que vous êtes en train de développer. Sinon, comme j'ai fait juste précédemment, j'ai noté quelques questions que je vous poserai bien sûr ultérieurement. Bonjour Amadeo, bonjour Jean-François. Bienvenue. Donc, qui prend la parole? Est-ce que quelqu'un peut déjà faire un tout petit peu la présentation de Verimatrix, ses différents métiers, bien évidemment. Voilà, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, et merci de participer assez nombreux à cet appel, à cette call. Comme introduction, je vais parler de Verimatrix et de son histoire, mais aussi mon histoire. C'est-à-dire que depuis 1991, je suis rentré dans le monde de la sécurité et je suis resté jusqu'à aujourd'hui avec plusieurs produits différents parce que j'ai compris et je pense toujours, je suis convaincu que la sécurité des données, c'est un bien fondamental pour la société. Et il y a, dans le monde, on voit beaucoup d'agressivité et aussi les pirates et hackers, comme on dit aux États-Unis, sont toujours très actifs et deviennent tous les jours plus dangereux pour notre données personnelles, notre valeur, qui sont aujourd'hui partout dans le réseau. Et Verimatrix est une société qui, depuis sa fondation, toutes ses valeurs sont autour de la protection des données et des valeurs des entreprises contre toutes les attaques des pirates, n'importe dans quelle direction ils arrivent. On est des spécialistes et on a développé des solutions dans le marché des vidéos et de la protection de toutes applications qui aujourd'hui sont partout dans toute notre vie. On est plein d'applications qui nous permettent d'avoir de faciliter notre vie, mais en même temps, il y a des risques sur notre propriété intellectuelle, propriété et données personnelles. Jean-François, tu veux dire deux mots ou tu veux commencer avec la présentation? Je peux dire, oui, on peut dire deux mots. Alors, il y avait une question aussi sur un petit peu l'historique de Verimatrix. Mais pour simplifier un petit peu, Verimatrix, c'est le regroupement de deux entreprises importantes. L'une qui était basée en France, à Aix-en-Provence, qui était spécialisée dans la protection des codes software. Et l'autre, c'est une société américaine basée en Californie, dont le métier était de protéger les contenus vidéo. Ces deux entreprises se sont regroupées en début 2019 pour donner naissance à ce que Verimatrix est aujourd'hui. Alors ensuite, je vous propose Ok, on démarre la présentation. La présentation, et comme ça, on vous expliquera un petit peu les lignes de produits, l'offre de Verimatrix, ses clients, sa stratégie, son positionnement, son business model. J'aurai aussi l'opportunité de parcourir avec vous les résultats financiers de l'exercice 2023, résultats qu'on a publiés il y a quelques jours, mais on pourra y revenir en détail. Et de vous parler aussi des perspectives, évidemment, qui sont intéressantes pour cette année 2024. Et puis ensuite, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc peut-être je vous propose de commencer la présentation. Je pense que vous voyez les slides à l'écran. Voilà. Donc Amadeo et moi-même, Amadeo étant l'exécutif chairman de Verimatrix, et moi je suis le directeur financier de Verimatrix.
Alors peut-être on va commencer par Amadeo, tu veux que je déroule la présentation ou tu veux le... Non, moi je parle. Après, on verra. Parce que je suis un peu enrhumé, mais c'est pour ça qu'on a décidé peut-être que je passe la parole après à Jean-François. Mais je voulais dire, vous allez voir, Jean-François va vous présenter les chiffres 2023 et on va dire 2 mots sur 2024. Mais le principal message, je dirais, à dire à vous tous, c'est que nous, on est passé depuis 2021 jusqu'à 2023 dans une transition parce qu'on est passé d'un modèle de business en licence perpétuelle sur les serveurs des clients à un modèle SaaS et abonnement. C'est-à-dire que ce changement, ce n'est pas qu'un changement technique, c'est un changement culturel, un changement des produits. Et il a fallu beaucoup de travail de notre part et sacrifice parce qu'on a bien géré le coût de l'entreprise pour éviter d'aller dans le rouge et rester profitable. Et en même temps, on a fait une très forte transformation. Et à partir de 2024, on va vers une direction d'un autre type de transformation en croissance de tous les paramètres qui sont les paramètres qui indiquent notre performance. C'est-à-dire que le moment critique des transitions d'un système, d'un business model à un autre est derrière nous et on va commencer à bénéficier. Notre société, dans notre domaine, on est encore une société très flexible avec une très forte capacité technologique à s'adapter aux clients et on est en train d'envisager de prendre des parts de marché parce qu'on est le plus flexible et le plus compétitif aujourd'hui. Cette slide que nous a montré Jean-François, c'est une slide qui vient de Gartner, des études de Gartner, pour décrire le monde de la cybersécurité. Beaucoup de monde parle de cybersécurité, mais pour se focaliser, pour voir où Verimatrix est présente, il y a les verticaux de la cybersécurité, comme l'application security, cloud security, content security, identité, infrastructure et tous les autres verticaux. Nous, on est présent dans 2 verticaux, que c'est la threat defense, l'application security et l'anti-piracy. Ce sont 2 mondes qui, quand même, couvrent un marché mondial, chacun de à peu près 5 milliards. 5 milliards pour la threat defense, application security, et 4 milliards pour l'anti-piracy. C'est-à-dire des domaines assez grands qui couvrent tous les besoins du marché de la sécurité. Nous, on est spécialisé dans le domaine de l'application, du dispositif non contrôlé par les sociétés et pour protéger les sociétés mêmes dans qu'est-ce qu'on appelle application security. Et de l'autre côté, on est des spécialistes dans le monde de la sécurité du vidéo, de la télévision à péage. Et dans ces 2 verticaux. Alors, j'ai juste une petite question. Amadeo, vous avez parlé tout à l'heure que vous étiez en train de transformer un tout petit peu. Avant, c'était plutôt des licences professionnelles. Vous avez parlé maintenant de SaaS. Est-ce que vous pouvez, alors vous, Jean-François, pour les internautes qui sont ici présents, ce que c'est que le SaaS? Parce qu'il y a beaucoup de mots anglo-saxons. Alors moi, je connais, c'est le Software as a Service, mais est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots justement ce chemin et qu'est-ce que c'est, voilà. Oui, mais le concept fondamental, c'est que quand vous faites de la licence perpétuelle, vous pratiquement vous vendez un produit logiciel qui rentre dans le serveur des clients et c'est à eux après de gérer leur service vers leurs clients en utilisant votre logiciel. Ils utilisent le logiciel qu'ils ont acheté. Et après, c'est à eux de le gérer. Nous, on prend donc 15% du chiffre d'affaires chaque année en maintenance, service et maintenance, pour la maintenance du logiciel. Mais pour le reste, c'est le client qui gère. Le SaaS, le client n'achète pas. Il fait un abonnement et utilise au fur et à mesure qu'il a besoin du logiciel, le logiciel qui est sur le cloud.
et à travers la connexion avec le cloud, on télécharge les parties que les clients ils ont besoin et après, mais les clients ne sont pas propriétaires de ça. L'avantage de ce modèle, c'est que les clients... Le désavantage, c'est que vous, quand vous signez un contrat, vous ne pouvez pas reconnaître la valeur totale du contrat. En perpétuel, si vous signez un contrat pour un service de livraison jusqu'à 4 ou 5 ans, vous reconnaissez tout de suite le chiffre d'affaires. Mais après, vous allez vendre le logiciel au fur et à mesure. Au contraire, avec le SaaS, vous reconnaissez le chiffre d'affaires, pour dire, dès que le client l'utilise. Pour vous faire un exemple simple, c'est un contrat sur 3 ans, vous pouvez reconnaître qu'il y a une année. Mais du moment que le client utilise, pas la signature du contrat. C'est-à-dire que changer de modèle perpétuel à modèle SaaS, d'un point de vue d'image, baisse beaucoup le chiffre d'affaires. Mais en réalité, il rend la relation avec le client beaucoup plus fidèle. Parce que le client qui achète votre logiciel, si vous ne payez pas les factures, pour faire un exemple assez banal, mais s'il ne paye pas les factures de maintenance, lui peut toujours utiliser son service vers ses clients. Avec le SaaS, si nous ne payons pas une facture, nous, on va étendre le service et le client est dans des difficultés parce qu'il ne peut plus travailler et est totalement bloqué. Et en plus, pour lui, pour changer de fournisseur, il y a une barrière un peu plus élevée qu'elle changer quand on a racheté un logiciel, parce qu'après 3 ans, on peut acheter un logiciel de quelqu'un d'autre et faire... J'ai dit ça, mais en réalité, pour les clients, il y a toujours une barrière très élevée pour changer de fournisseur. Et il faut être très, très fort sur le marché. Nous, on a gagné des parts de marché l'année dernière, en perpétuel aussi, parce qu'on a des solutions qui nous mettent en position de prendre des clients à nos concurrents. Mais la barrière est assez élevée. Donc avec le SaaS, c'est beaucoup plus de fidélisation. Je dirais, et aussi d'un point de vue chiffre d'affaires, une fois que la machine est en route, c'est plus récurrent, c'est plus régulier. C'est récurrent et faire des prévisions du chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus... Parce qu'avec le perpétuel, et dans le passé, le perpétuel, les clients les signaient toujours dans le 4e trimestre. Alors on avait un chiffre d'affaires pas régulier. Dès qu'on aura plus en plus de SaaS, on aura un chiffre d'affaires beaucoup plus régulier et beaucoup plus prévisible. Ok. Merci beaucoup pour cette explication. On est là pour servir. Voilà, non, parce que c'est important, parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup en plus de mots anglo-saxons, il y a plein de choses, donc c'est un peu compliqué parfois pour comprendre un petit peu tout ce langage. Merci. Jean-François, vous pouvez continuer si vous voulez du coup la présentation. Ok. Notre chiffre d'affaires récurrent, parce que nous, quand on a commencé en 2021, notre chiffre d'affaires récurrent, c'était surtout de la maintenance et représentait moins de 35% de notre chiffre d'affaires. Nous, on a fait une présentation en 2022, moi et Jean-François, et on a dit que notre objectif, c'est de passer à un chiffre d'affaires récurrent et prévisible, comme on a dit tout à l'heure, au moins à 70% de notre total chiffre d'affaires. Et on a dépassé en 2023 la barrière de 50%. C'est-à-dire qu'on est dans la bonne direction, comme on avait déjà indiqué début 2022. Pour le reste, vous voyez, on a 270 employés, on a 25 ans de vie dans l'industrie, et bien c'est 500 millions d'apps chargées qui ont notre sécurité dans le monde. Vas-y. Juste pour une petite précision, ARR, c'est les revenus récurrents annuels. Annual Recurring Revenue, c'est les commandes qu'on a déjà, qu'on va livrer dans l'année, dans les 12 mois qui viennent. Elles sont récurrents. C'est-à-dire, d'habitude, les contrats durent 3 ans et après, les clients les renouvelent. Il y a un churn. Churn, ça veut dire des clients qui ne renouvellent pas leur abonnement.
que c'est entre 5 et 10%, mais c'est normal dans l'industrie. Donc ici, si je peux, je vais me permettre d'apporter une précision. En fait, l'ARR, il faut le regarder comme un chiffre d'affaires qui est minimum garanti. D'accord. Pour les 12 mois qui viennent pour Verimatrix. Donc c'est un élément pour nous qui est très important parce que c'est un indicateur qui nous rassure sur la garantie qu'on va fournir de la croissance sur les revenus récurrents pour l'exercice en cours, pour 2024. Et en fait, à chaque fois, pour la projection, pour les 12 mois qui viennent, c'est un des principaux indicateurs de la transformation de Verimatrix aujourd'hui. OK. Je reviendrai sur les détails chiffrés quand on va revenir sur l'évolution de cet indicateur trimestre après trimestre depuis 2022 en fait. OK. Next. Ça, sur le management, on est présent partout dans le monde parce qu'on vient de plusieurs acquisitions dans les années. Mais vous voyez que 4 des top managers, que c'est la directrice des ressources humaines, Kim Vogel, le directeur du marketing, John Samsen, je commence de droite vers la gauche, Tom Powledge, que c'est le managing director de la cybersécurité, Andrew, et aussi les 3, plus Asaf Ashkenazi, que je dis c'est notre CEO, avant était CEO dans l'entreprise, qui nous a rejoint en 2018. Sont tous aux États-Unis, en Californie. Andrew Baer, qui est le patron de la partie vidéo, du business vidéo, est basé à Glasgow, dans le Royaume-Uni. Et Valérie Convert, qui est notre SVP ressources humaines, Jean-François et moi, on est basé en France. Ma maison est en Italie, mais je suis toujours en France. Alors, je vous coupe une seconde, Amadeo. Il y a Yann qui justement me pose une question là. Quel est le rôle d'Asaf Ashkenazi et donc du coup le vôtre? Est-ce que vous pouvez justement... Oui, mais... Non, c'est-à-dire que moi, d'un point de vue légal, je suis toujours le responsable de l'entreprise. D'accord. Je suis toujours le directeur général. Mais sur toute la partie des opérations, j'ai laissé le travail à Asaf Ashkenazi parce que lui est vraiment... Tout ce qui est opérationnel, c'est Asaf. Okay. Et opérationnel, lui a toute la gestion. À moi, c'est ce qui lui qui me rapporte. Mais moi, j'interviens ponctuellement sur des affaires qui sont trop compliquées. J'aide les ventes. J'interface avec Jean-François pour faire une partie un peu plus stratégique et vis-à-vis du conseil, vis-à-vis des clients stratégiques de l'entreprise. Mais lui, Asaf s'occupe de toute la partie de tous les jours, everyday job. OK. Merci. C'était pour répondre. C'était pour répondre à Yann. Merci beaucoup. Non, de rien. Nous, la présence internationale, le chiffre d'affaires de l'entreprise est surtout est bien divisé dans le monde, mais aux États-Unis et LATAM, si on prend tous les Amériques, représente 50% de notre chiffre d'affaires. On a 37% du chiffre d'affaires en Europe et le reste vient d'Asie et surtout depuis l'Inde. L'Inde où on a une forte présence. Ça, c'est la distribution. Et les autres sont des bureaux, surtout des recherches et développement. On a ouvert 2 bureaux il y a 2 ans au Mexique et en Hongrie, à Budapest, pour réduire les coûts, pour avoir des sites, parce que les États-Unis, à l'époque, en 2021, ils étaient devenus très chers, le coût de l'emploi était très cher. On a décidé, pour optimiser les frais de l'entreprise et les OPEX, d'ouvrir 2 sites à moindre coût. À San Diego, il y a toujours le centre qui a développé le broadcasting, l'IPTV de la société et le corps de l'activité de Verimatrix. Et le plus gros bureau est encore à San Diego. Si on regarde la population des employés, on a à peu près 55%
des employés sont en Europe et 45 sont aux États-Unis et Mexique. D'ailleurs, juste pour si l'information est vraie, là, vous avez été, c'est au mois de septembre dernier, je crois, vous avez été choisi justement par un Indien, non, pour tout ce qui est téléphonie mobile et Internet. Non, c'était le deuxième trimestre. Ouais. On a signé un gros contrat avec le plus gros opérateur indien qui s'appelle Reliance, TIO, et à niveau mondial est le deuxième opérateur télécom mondial qui nous a choisi pour ses produits, pour protéger ses produits. Ouais. Oui. Alors justement, maintenant, oui, allez-y, Christian. Ah non, justement, maintenant, on arrive justement sur l'activité principale anti-piratage. Et puis, donc, je vous laisse la parole. Et, toute la partie on dit que c'est du vidéo, on l'appelle anti-piracy, anti-piratage. Et ici, il y a deux lignes de produits. L'anti-piratage pour la protection des vidéos on demande. Il y a deux métiers, deux produits différents. Un produit, c'est dans le broadcasting. Broadcasting, ça veut dire qu'il y a une cellule qui envoie le contenu sur le réseau et les personnes peuvent le voir, comme la télévision traditionnelle, qu'il soit par satellite ou par câble. Excusez-moi. Par câble, ça s'appelle IPTV, et par satellite, nous on l'appelle broadcast satellitaire. Sur ça, il y a deux produits différents. Et après, on a toute une suite de produits dans le monde du streaming. Excusez-moi. Je venais d'asile la semaine dernière et j'ai pris un peu de rhume. Et tout le nouveau marché de la distribution de vidéos à péage, c'est tout fait par Internet. Que les gens connaissent comme Netflix, ou toutes les sociétés qui veulent transmettre par Internet des films, des contenus à péage. Et pour ça, on a trois lignes de produits différents. Excusez-moi, je laisse parler Jean-François parce que j'ai mal à la gorge. Allez-y, pas de problème. Allez-y, Jean-François. Prenez la suite. Je vais prendre le relais, Amédéo, pas de souci. Oui, donc en fait, voilà, on a deux lignes de produits chez Verimatrix, Anti-Piracy, Threat Defense. Comme Amédéo vous l'a dit, l'anti-piracy, c'est tout ce qui concerne le segment des médias, de la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait dans Anti-Piracy? Vous voyez que ça représente 93% du chiffre d'affaires, donc c'est la plus importante. Il y a finalement, on fait de la protection du contenu, mais pas seulement. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait de la surveillance, en tout cas, on fournit des outils à nos clients qui permettent de surveiller s'il y a des tentatives d'attaque de la part des pirates, d'où viennent ces tentatives et éventuellement comment on peut neutraliser la capacité des pirates à diffuser du contenu vidéo de façon illégale. D'accord. À l'intérieur de cette ligne de produits anti-piracy, vous avez finalement deux types de modes de diffusion du contenu. Vous avez ce qu'on appelle le broadcasting. Donc le broadcasting, en français, ça pourrait s'apparenter à tout ce qui est télévision par câble et par satellite. Donc un mode assez ancien de distribution, mais qui reste quand même très actif. Et c'est là que Verimatrix s'est vraiment construit historiquement en termes de ligne de produits. Ce monde de la télévision par satellite et par câble, il est sur un marché mature. Pourquoi il est sur un marché mature? Parce que, particulièrement depuis la crise du Covid, on voit que ce marché est en train d'évoluer vers une autre technologie qu'on appelle l'OTT. L'OTT, pour simplifier, c'est le mode de diffusion par streaming. Donc, ce qu'on fait tous aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser notre téléphone portable, nos tablettes, pour consommer du contenu, regarder des séries télé, des documentaires, des événements sportifs en direct, pour ceux qui aiment bien le sport, par exemple. Donc, on a une transformation dans cette ligne de produits qui est
finalement un marché de la télévision traditionnelle qui se transforme petit à petit vers le marché du streaming. Donc, encore une fois, une baisse du broadcasting et une augmentation de l'OTT. Ce qu'on a fait ici, donc la force de Verimatrix, c'est qu'on a des solutions pour la télévision, je dirais, par satellite, et on a aussi des solutions récentes qu'on a lancées début 2022 qui s'adressent à protéger et, gérer les tentatives d'intrusion sur le mode de distribution par streaming. Ça, c'est l'anti-piracy. Threat Defense, c'est, comme l'a dit Amedeo, on est là dans la cybersécurité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait Verimatrix dans Threat Defense? Verimatrix, sur Threat Defense, il propose des solutions logicielles pour protéger les applications que vous avez tous, que l'on utilise tous à partir, par exemple, de notre téléphone personnel, où on utilise des applications pour bénéficier d'un certain nombre de services. On a des applications bancaires, on a des applications pour avoir accès à du contenu vidéo, enfin, voilà, toutes les applications. Il faut savoir que ces applications, c'est un marché qui est relativement peu protégé aujourd'hui. Et donc, Verimatrix fournit des solutions pour protéger les applications. Et puis, je vous ai parlé du monitoring ou de la surveillance qu'on pouvait faire autour des contenus vidéo. En fait, cette surveillance, on l'a fait aussi autour des applications. Donc, on a également des outils d'analyse qui permettent à nos clients de vérifier qu'il n'y a pas des tentatives de connexion à partir d'un appareil connecté, des tentatives de connexion qui seraient suspectes et qui pourraient être révélatrices d'une tentative d'un hacker d'aller voler des données de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est nos deux lignes de produits. La partie Threat Defense, ça représente 7% du chiffre d'affaires. Là aussi, on a complètement repensé nos offres en 2021, donc des développements importants faits en 2021, et on a lancé ces nouvelles offres sur le marché début 2022. On a parlé du changement de modèle tout à l'heure, mais typiquement, ce que vous devez garder en tête, c'est que la transformation du chiffre d'affaires de Verimatrix je dirais, à travers l'augmentation de revenus récurrents, donc de revenus SaaS, de revenus d'abonnement, elle est portée essentiellement par l'offre que l'on a sur le marché du streaming dans la vidéo, dans l'anti-piracy, et sur cette nouvelle offre Threat Defense. Donc ces deux offres, elles sont 100% basées sur des revenus d'abonnement. Voilà. Okay. Je reviendrai sur la performance, mais sur 2023, on a une forte croissance sur le marché du streaming, sur l'OTT. On a également une très forte croissance sur Threat Defense, sur la partie des protections des apps. On parle de 43% de croissance pour cette dernière. Ok. Alors, juste si je reviens juste sur votre modèle, en fait, vous passez un petit peu de ce que vous dites. Donc, un distributeur, avant, on passait par un distributeur, et maintenant, plutôt grâce à l'OTT, on contourne un petit peu tout ça, et on va direct sur Internet, comme WhatsApp, comme Gmail, comme tout ça, au lieu d'aller utiliser directement un opérateur, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Vous passez toujours par un fournisseur de contenu. Si vous allez, je vais prendre l'exemple de Netflix. Netflix est une plateforme qui fournit du contenu. Par contre, la différence, c'est que quand vous êtes sur le marché de la télévision par câble ou par satellite, en gros, vous choisissez pas le moment où vous voulez regarder le programme. Non. Vous avez un film qui est diffusé à 21h. Si vous êtes prêt à 21h et que vous avez terminé de manger, vous pouvez regarder votre film tranquillement. Si vous n'êtes pas prêt et que vous arrivez à 21h30, vous allez manquer 30 minutes du film. D'accord. Sur la partie OTT, c'est différent. Là, vous mangez à la carte. C'est ça. Donc, vous choisissez ce que vous voulez regarder et à quel moment vous voulez le regarder. C'est ça la grosse différence. La grosse différence. Donc, c'est une technologie de diffusion et de consommation qui est différente. D'accord. D'accord. Merci. OK. OK. Ouais, parfait. Parfait. Alors, allez. on va parler maintenant un petit peu du paysage concurrentiel de Verimatrix sur nos deux lignes de produits
ligne de produit principale. Donc, vous voyez que les concurrents, ils sont différents entre la protection des contenus vidéo et la protection des applications. Sur la protection des vidéos, on est un des leaders reconnus sur ce marché. En gros, le marché, il est partagé entre 4 concurrents que vous voyez en haut à droite sur la partie gauche. Hein. Je vais nommer Nagra. Nagra, ça appartient à un groupe Kudelski, c'est un groupe suisse. Irdeto, ça appartient à un groupe sud-africain. Synamedia, c'est un concurrent américain. Nagra, Irdeto, c'est des sociétés cotées, donc vous pouvez avoir accès à leur performance sur le web. Synamedia, ça appartient à un fonds privé. Nous, Verimatrix, on est le challenger parmi les leaders. Donc, comme l'a dit Amedeo, ça nous permet d'être relativement souple et très réactif. C'est ce qui nous a permis notamment de développer très très vite nos solutions pour aller sur le marché du streaming, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Verimatrix n'était pas présent sur ce marché de la protection en mode de diffusion streaming. Sur la partie protection des applications, donc ce qu'on appelle Threat Defense, vous voyez que le paysage concurrentiel est beaucoup plus important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre solution, elle permet de faire plusieurs choses. Vous voyez des noms barbares comme Device Security, Application Security, et IR, qui s'appelle Endpoint Detection and Response. Ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement, on protège les objets connectés, on protège les applications qui sont sur ces objets connectés. Objets connectés, c'est un téléphone portable, un téléphone mobile par exemple. Mais ce qu'on fait aussi, ça c'est l'EDR, c'est que l'on surveille et on analyse les comportements de connexion de ces appareils vers la base de données de nos clients. Et ça, c'est important puisque c'est ce qui permet de renforcer la protection des données de l'entreprise. C'est ce qui permet aussi éventuellement de neutraliser un hacker ou un pirate qui va essayer d'aller voler des données sensibles. Pourquoi je vous parle de données sensibles? Parce que sur cette ligne de produits, nos clients, ils sont de plusieurs ordres. On a évidemment des clients qui distribuent du contenu média, mais on a aussi on va chercher des nouveaux segments. On va chercher des clients dans le secteur bancaire. On va chercher des clients dans le secteur automobile. On va chercher des clients dans le secteur médical. Vous allez avoir quelques exemples après, parce que globalement, aujourd'hui, énormément d'entreprises et énormément de segments proposent à leurs clients des applications pour bénéficier des services. Je pense qu'on a tous sur notre téléphone une application bancaire, par exemple, qui nous permet d'accéder à nos comptes, de réaliser des virements assez facilement. Verimatrix, nous, on se positionne dans la protection de cette application et la protection de la connexion entre votre téléphone et votre banque. Voilà. Alors, on a parlé d'un environnement concurrentiel sur la partie des protections des applications. La bonne nouvelle, c'est que même si nos offres sont relativement récentes, vous voyez qu'on est déjà très bien positionné dans ce paysage concurrentiel. On est reconnu comme un leader en termes de technologie et d'innovation, ce qui est un petit peu la marque de fabrique de Verimatrix depuis un certain temps. On est aussi positionné comme une société ayant un fort potentiel pour accompagner ses clients dans la protection des applications. C'est important d'être reconnu comme un leader, puisque, vous l'avez compris, notre stratégie, c'est d'aller chercher des clients dans des nouveaux segments qui ne sont pas forcément des clients historiques de Verimatrix. Et pour avoir de la crédibilité, il faut être référencé dans ces études de marché. Il faut être référencé. Puis ensuite, il faut réaliser, ou en tout cas avoir un certain nombre de références importantes en termes de clients.
alors puisqu'on parle de références importantes, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc vous avez ici un petit peu une idée des clients avec lesquels on travaille. Alors là, on est dans le domaine de la protection, dans la protection vidéo. Donc, voilà, vous avez quelques noms que vous connaissez. Deutsche Telekom, vous avez des opérateurs télécoms qui eux-mêmes fournissent des contenus vidéo. Vous avez deux types d'opérateurs ici. Vous avez des opérateurs qui proposent du contenu vidéo de façon classique à travers de la télévision par satellite ou par câble, mais vous avez aussi des acteurs purement streaming. Je vais penser à Little Cinema, par exemple, qui est une société qui s'est développée directement à partir du streaming et qui n'a jamais proposé du contenu en mode de diffusion par satellite. Vous voyez à droite, vous avez un certain nombre de clients récents qui ont intégré la solution Verimatrix pour protéger leur contenu. J'aime bien parler de Easy et de Swisscom. Easy, c'est un très gros opérateur mexicain qui est client de Verimatrix sur un mode de diffusion par satellite, mais qui est devenu client sur la diffusion de ses contenus en streaming et qui s'équipe également des solutions de protection des applications. Donc, vous voyez, on a une synergie, on a une capacité à augmenter notre chiffre d'affaires par client grâce aux nouvelles offres qu'on a lancées récemment. Swisscom, c'est un autre bon exemple de ce qu'on peut faire chez Verimatrix. Historiquement, Swisscom était présent dans la télévision par satellite. Ils ont décidé à un moment donné de faire migrer l'ensemble de leurs applications dans le cloud. Et à ce titre-là, on les a accompagnés pour la partie de la protection vidéo vers les nouvelles solutions de Verimatrix. Donc, c'est ce qui nous a permis de signer un très bon contrat avec Swisscom sur 3 ans sur des revenus récurrents afin de protéger leur application. Donc voilà, ça c'est le genre d'exemple qui vous aide à comprendre un petit peu la stratégie, quelle est notre stratégie d'accompagnement de nos clients de l'ancien monde de diffusion média vers, je dirais, les technologies beaucoup plus modernes. Vous avez aussi un partenariat avec des banques, non, il me semble, non? Oui, alors on a alors des partenariats, on a des clients effectivement dans le secteur bancaire, donc très bonne transition. On va parler maintenant de la protection des applications. Donc là, vous voyez un petit peu 4 catégories importantes de clients pour Verimatrix. Deutsche Bank, il me semblait bien. Vous avez les clients un peu historiques de Verimatrix qui sont l'entertainment, donc c'est le milieu des médias en général. Donc, vous retrouvez effectivement Easy, par exemple, vous voyez, qui est aussi client de la partie protection des apps. Mais le gros de la stratégie de Verimatrix sur la partie de la protection des applications, c'est justement d'aller chercher des clients dans des nouveaux secteurs. Banque, assurance, automobile. Nouvelles industries. Et vous voyez banque, automobile et secteur médical. Je vais peut-être parler de l'automobile. Par exemple, on a signé un beau contrat avec Hyundai. Qu'est-ce qu'on fait pour Hyundai? Vous savez qu'aujourd'hui, vous achetez une voiture. Alors ça dépend de la voiture que vous achetez, mais globalement, de plus en plus, votre voiture, elle est connectée. De plus en plus, votre voiture, vous pouvez, accéder à certaines fonctions de votre voiture à travers votre téléphone mobile, à travers une application. Vous pouvez, par exemple, déclencher le chauffage ou la climatisation de votre voiture avant même d'être entré dans votre véhicule. Tout ça, c'est des connexions qui se protègent. Vous pouvez ouvrir à distance votre voiture. Tout ça, c'est une connexion qui doit être protégée. Nous, notre rôle, typiquement chez Hyundai, c'est d'aller protéger l'application pour éviter qu'un hacker puisse ouvrir une voiture à distance dont il n'est pas propriétaire, ce qui est toujours un peu désagréable. Voilà, pour un petit peu illustrer le modèle de ce qu'on fait. Donc voilà, dans le futur, on va continuer à avoir des nouveaux clients qui vont venir enrichir, je dirais, notre portefeuille sur cette ligne de produits.
Alors, donc voilà pour le positionnement de Verimatrix, nos offres. Hein, donc vous l'avez compris, deux gros moteurs de croissance. Le premier, c'est se développer sur le streaming à travers des offres récurrentes. Et le deuxième, c'est protéger de plus en plus des applications sur les 4 segments de marché que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce que ça va faire, ça, pour Verimatrix? Ça va faire 2 choses. Ça va augmenter la proportion de revenus récurrents. Ouais. Ça va nous permettre de compenser la baisse des revenus non récurrents, puisque ces revenus non récurrents, ils sont essentiellement associés au mode de diffusion par satellite, et on sait que ce marché, il est mature. D'accord. Et puis, donc, ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Et puis, ce sont des revenus qui sont vertueux, puisque le client s'engage sur plusieurs années avec Verimatrix. Et puis, surtout, ce sont des revenus qui sont à forte contribution dans l'EBITDA, dans la rentabilité de Verimatrix. Voilà. Donc, notre stratégie, c'est, après avoir connu des baisses de chiffre d'affaires en 2021 et 2022, c'est d'arriver à stabiliser progressivement le chiffre d'affaires de Verimatrix et d'augmenter la rentabilité du groupe. D'accord. Alors, Jean-François, j'ai juste 2 petites questions qui peut-être justement vont servir de transition. Alors, comment vous allez peut-être profiter de l'intelligence artificielle justement pour peut-être développer votre chiffre d'affaires pour les années qui viennent? Et surtout, 2, comment fonctionnent les facturations SaaS sur le nombre d'appareils protégés, par exemple pour une voiture? Comment ça se passe? Alors, donc il y a 2 questions là. Question intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'on va profiter de l'intelligence artificielle? Oui, on en profite déjà en fait. Quand je vous ai parlé des outils qu'on fournit à nos clients qui permettent de surveiller ce qui se passe autour des applications, par exemple, de surveiller le type de connexion qu'un appareil mobile va avoir sur la base de données de l'entreprise. Ça, il y a beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans. Parce qu'en fait, on fait de l'étude de comportement. Alors, ça veut dire quoi l'étude de comportement? C'est que, par exemple, si on détecte qu'un appareil mobile essaye de se connecter toutes les 5 minutes sur une seule et même application, on va avoir des doutes et on va essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe et de pousser un peu plus loin. Donc tout ça, c'est ça l'intelligence, c'est ça un petit peu l'intelligence artificielle. On parle aussi de machine learning, enfin tout ce qui est exploitation des données de façon intelligente avec des algorithmes très sophistiqués. On l'utilise et c'est quelque chose qui va de toute façon être amené à devenir de plus en plus important chez Verimatrix. On a la chance d'avoir… Aujourd'hui, on l'utilise aussi pour faire des tests, pour essayer de casser notre secret et notre produit. On utilise de l'intelligence artificielle avec le self-learning, comme a dit tout à l'heure Jean-François, pour casser nos produits. On ne l'utilise pas encore dans les produits pour vendre notre produit, mais surtout on l'utilise pour faire en sorte que notre logiciel soit le plus sécurisé sur le marché. D'accord. Alors, il y avait une deuxième question dans la première question qui était le mode de facturation du SaaS. Alors, chez Verimatrix, si vous regardez, on a un working capital, un besoin en fonds de roulement, qui baisse, ce qui est positif. Quand on a un besoin en fonds de roulement qui baisse, c'est très bon pour la génération de cash, de trésorerie, parce qu'on fait très attention à ce qu'on fait avec la facturation du SaaS. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. On a des standards qui sont assez faciles à comprendre. Vous signez un contrat sur 3 ans avec Verimatrix. Valeur annuelle du contrat, $500 000 par an. On va facturer en début de période pour les 12 mois qui viennent. Donc, c'est très vertueux. C'est très vertueux parce qu'en fait, on encaisse 1 an de chiffre d'affaires avant d'avoir constaté dans notre compte de résultat ce chiffre d'affaires. Ce qui provoque un effet de besoin en fonds de roulement négatif.
Donc voilà, donc on fait très attention, on ne facture jamais en fin de période, on fait quasiment pas de facturation trimestrielle parce que administrativement c'est très lourd, donc on essaye d'être assez optimal dans la façon dont on gère les activités SaaS. Et en général, quand on a des effets de volume avec nos clients, on a toujours un forfait. Je vais faire un petit peu une analogie avec ce que vous pouvez avoir dans les opérateurs télécoms. On a un forfait, en fait. Donc, le client souscrit à un forfait. S'il dépasse en termes de consommation, il y a une surfacturation qui est faite. Mais ce forfait, c'est le minimum de chiffre d'affaires garanti pour Verimatrix. Donc, même si le client consomme moins, de toute façon, il paiera le minimum sur lequel il s'est engagé. Ok. Donc, c'est un revenu récurrent qui n'est pas variable, qui est très, très peu variable, qui est garanti. Donc, plutôt très intéressant. Comment se passe si on prend l'exemple, par exemple, de l'automobile, comment ça se passe? En général, quand on contracte avec un client sur un revenu récurrent, la facturation, elle se fait à la protection de l'application. Pas forcément encore au nombre d'utilisateurs. Il y a des modèles sur lesquels on travaille aujourd'hui, mais c'est souvent l'application et alors oui, quelque part, il y a le nombre d'utilisateurs derrière, puisque évidemment, on va facturer beaucoup plus cher si cette application est utilisée par beaucoup. Mais encore une fois, c'est pas variable. On fournit une prestation pour protéger une application, et pour avoir cette application protégée, le client il va payer chaque année un montant défini. D'accord. Voilà, Yann, j'espère que vous avez bien compris. Alors, c'est moi qui ai la main sur la présentation. Oui, c'est facile. Alors, si on passait maintenant un peu sur des chiffres. Donc, comme je vous l'ai dit, on a publié nos résultats 2023. Alors, nos objectifs de transformation de Verimatrix, vous l'avez compris, ils sont très fortement axés sur la croissance des revenus récurrents. Et là, c'est une très bonne nouvelle quand vous regardez la performance 2023, puisqu'on avait un petit peu relevé nos objectifs. On était parti sur un objectif de 40% de croissance. On a relevé cet objectif à 60% et on a finalement délivré 69% de croissance sur les revenus récurrents. C'est très très important. On est très satisfait de cette performance. On est d'autant plus satisfait que, en parallèle de ça, on a continué à faire croître l'ensemble des contrats garantis de la part de nos clients. Ça, c'est encore une fois un élément important, parce que quand je fais 34% de croissance de mes ARR, donc je vais parler de revenus garantis annualisés futurs, je sais déjà que sur 2024, j'ai déjà de la croissance de garantie par rapport à mon chiffre d'affaires réalisé en 2023. L'autre élément qui est très important, c'est le premier commentaire que vous avez sous le tableau, c'est qu'on a fait 16% de croissance de l'ensemble des revenus récurrents. On parle beaucoup des revenus d'abonnement, qui eux, 69% de croissance, mais l'autre source de revenus que l'on a, source de revenus récurrents, c'est des revenus de maintenance qui sont liés aux licences que l'on a vendues à nos clients. C'est les 15% de licences dont Amadeo parlait au début de notre discussion. Donc là, on a fait une croissance à deux chiffres. On a fait 16% au total sur la croissance des revenus récurrents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a passé un cap chez Verimatrix. On est passé de moins de 35% de revenus récurrents à plus de 50% ou à 50%. Donc, on rentre dans une nouvelle catégorie ou profil d'entreprise où, de plus en plus, on va parler de Verimatrix comme une société de revenus récurrents. On va encore faire progresser ce pourcentage, mais tant qu'on n'avait pas passé 50%, on était toujours un peu catégorisé dans une entreprise qui n'était pas forcément récurrente, mais qui était plutôt dépendante de performances commerciales à court terme sur de la vente de licences. Donc voilà, donc ça, c'est un premier marqueur. C'est pas notre objectif final, puisque Amadeo vous l'a dit. Notre objectif final, c'est que ces revenus récurrents
d'abonnement et de maintenance représente à terme 70% du revenu total du groupe. On est vraiment sur la bonne trajectoire au niveau de ces indications. En termes d'ARR, je vais anticiper la question puisque vous allez me dire, mais vous aviez prévu 40% et vous faites que 34%. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les perspectives 2024 ? La réponse, c'est non. On ne doit pas s'inquiéter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était un décalage technique sur de la signature de contrats qui sont intervenus au premier trimestre. Et c'est très important que ces contrats aient été signés finalement sur le premier trimestre 2024 parce que la reconnaissance de revenus, le chiffre d'affaires qui va être reconnu, il va être reconnu dès le premier trimestre. Donc, je n'impacte pas du tout ma trajectoire prévisionnelle de chiffre d'affaires d'abonnement pour cette année. Et puis, bon, le chiffre d'affaires, c'est très bien, mais comme l'a dit Amedeo, notre travail aussi, c'est de protéger la rentabilité de l'entreprise et d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. On a stabilisé le chiffre d'affaires, mais on a commencé à voir les effets positifs de cette stabilisation et du changement de business model dans notre rentabilité. On a augmenté notre EBITDA de 18%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les nouveaux revenus sont très contributeurs chez Verimatrix. On reviendra après sur nos engagements 2024, mais la raison pour laquelle on communique aujourd'hui sur le fait qu'on va continuer à faire croître l'EBITDA, c'est parce qu'on a validé un autre élément important de notre stratégie, qui est que les nouveaux revenus chez Verimatrix sont contributifs de l'amélioration de la rentabilité. Alors, je vais passer peut-être vite, ça c'est juste uniquement quelques détails sur la performance du quatrième trimestre 2023. Il y a finalement une chose importante à retenir. À la fin du troisième trimestre, Verimatrix était à moins 0,7%, donc était en décroissance de chiffre d'affaires par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice 2022. On a complètement inversé, je dirais, la tendance et on a fait un très bon dernier trimestre avec 6% de croissance, avec des revenus récurrents qui ont continué de croître de 7%, puis on en a profité aussi pour faire croître nos revenus embarqués pour 2024. Le bilan 2023 par trimestre, c'est finalement 3 trimestres en croissance et un trimestre qui a été particulièrement difficile, qui était le troisième trimestre. Donc, on voit bien qu'on est de plus en plus dans une situation où on arrive à générer de la croissance chaque trimestre. On a encore 50% de revenus non récurrents, donc ça, c'est un enjeu commercial assez fort. Mais on a complètement changé la dynamique de la structure du chiffre d'affaires par rapport à l'année 2022. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait voir un peu l'évolution des revenus garantis futurs récurrents pour Verimatrix. C'est ce que vous avez ici. Donc, on est remonté au premier trimestre 2022 jusqu'au dernier trimestre 2023. Pourquoi le premier trimestre 2022 ? Parce que, gardez en tête, c'est le trimestre où on a lancé nos nouvelles offres. C'est le trimestre où on a commencé à allumer les moteurs de la transformation de Verimatrix vers des revenus SaaS. Vous voyez que les 2 premiers trimestres 2022, c'est atone, c'est-à-dire 8 millions, pas de croissance. C'est normal, vous lancez des nouvelles offres, vous commencez à lancer les commerciaux sur le terrain, il faut que la prise d'ordre arrive, les prises de commande arrivent, et on voit que finalement, on commence à partir du 3e trimestre 2022 à voir décoller ces montants de revenus récurrents futurs. Et aujourd'hui, à fin décembre, le 31 décembre 2023 à 23h59, on avait 15 millions. On avait 15 millions de revenus garantis pour 2024. Le revenu récurrent de Verimatrix sur 2023 en abonnement, c'est un peu plus de 13 millions.
vous voyez que je pars déjà avec 15 millions d'embarqués pour l'année prochaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sûr de faire de la croissance l'année prochaine. Quand je dis l'année prochaine, pardon, c'est 2024 pour préciser. Oui, Je suis sûr de faire de la croissance. Et ce qui va se passer en plus, qu'est-ce qui va venir faire que je vais faire encore mieux que 15 millions? C'est tous ces nouveaux contrats qu'on va signer en premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, au quatrième trimestre, qui vont se déverser progressivement dans le chiffre d'affaires. Donc, nous, notre objectif, c'est très clair, c'est tous les trimestres, on doit avoir de la croissance de cette ARR par rapport au trimestre précédent. Ça, c'est le principal indicateur qu'on regarde, que toute l'équipe de direction de Verimatrix regarde très précisément tous les mois. Alors, comme vous ne faites pas partie de Verimatrix, on partage ça avec vous que sur l'aspect trimestriel, mais c'est ce qui nous rassure sur notre capacité à continuer à transformer Verimatrix. Voilà. Chiffre d'affaires total. J'avais juste une petite question concernant le chiffre d'affaires, mais c'est vraiment en général. C'est un participant qui dit les solutions de Verimatrix, elles sont bien donc plébiscitées par les professionnels, mais donc qu'est-ce qui manquerait pour que justement le chiffre d'affaires explose? On a vu qu'il y avait une phase de lancement, là on voit qu'il y a une phase de croissance. Qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer peut-être un petit peu cette croissance? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer cette croissance? Alors, elle est déjà… La croissance du groupe, du chiffre d'affaires total, là, c'est 1% en 2023 par rapport à 22. Oui, excusez-moi, Jean-François, je peux faire un commentaire. Bien sûr. Toute la stratégie de l'entreprise est sur la croissance. Je dis que le chiffre d'affaires a baissé depuis 2021 parce qu'on a fait une transformation. Oui, mais toujours avec l'esprit de la croissance, et on le voit sur l'ARR, sur le nouveau business, sur le streaming, sur le SaaS pour la protection d'applications. On est en croissance, mais on a un handicap, c'est très clair, c'est-à-dire que la télévision broadcast satellitaire est en descente et à la baisse en général dans le monde entier, à faveur du streaming. C'est-à-dire que on est pénalisé d'un point de vue esthétique parce que les gens regardent le total. Le total, paraît, en 2023, on n'a que 1% de croissance de la top line. Mais en réalité, il y a un changement industriel en cours. Nous, on est personnellement satisfait du travail qu'a fait Verimatrix parce que transformer l'entreprise dans un monde dans lequel il y a un shift, comme on dit, transformation. Les technologies sont changées. Changer le modèle du business. Et aujourd'hui, après 2 ans qu'on a lancé la transformation, dire qu'aujourd'hui, on va commencer à faire une augmentation des chiffres d'affaires, de profitabilité, accompagnée par une forte croissance des nouveaux business qu'on a intégrés chez Verimatrix. Mais on est pénalisé parce que des 3 business qu'on a à l'intérieur, que c'est broadcast, streaming et application protection, il y a le plus gros, l'ancienne, comme on veut dire, qui est en baisse. Pour ça, 1% de croissance totale semble vraiment pas énorme, mais on doit dire qu'il y a un marché, on a compensé la baisse mondiale du marché du broadcast, du multicast, comme on l'appelle, ou des satellitaires, ou la télévision linéaire. Il y a plusieurs mots pour dire ça. C'est-à-dire qu'on va augmenter, grâce à notre force et notre solution, de gagner des parts de marché. Mais le message est très important de voir que nous, on a baissé notre chiffre d'affaires depuis 2020 jusqu'à 2022. On était à 96 millions en 2020 pour toute cette transformation. Le message fort, c'est-à-dire on a fait la transformation, on se lance maintenant sur prendre des parts de marché et profiter de la croissance sur les marchés clés du streaming et de la protection d'applications. Oui, parce que comme disait Patrice, comme vous avez montré en début de slide, le marché global anti-piracy et threat defense, apparemment, s'il ne se trompe pas, c'était 10 milliards de dollars.
disait. Non, Le marché. C'est ce que dit Patrice, apparemment, mais bon, peut-être qu'il s'est trompé. C'est-à-dire que le marché, les deux marchés dans lesquels nous on travaille, que c'est la protection d'application et la protection des données, fait 9 milliards à raison de Patrice. Ouais. Nous, on n'a pas tous les produits pour tous les sous-segments de ces marchés. Non, mais bon, on est concentré sur la faire. télévision à péage et sur la protection d'application qui va sur les mobiles et sur les dispositifs end device, on l'appelle, sur les dispositifs mobiles du marché. Après, il y a des autres sous-segments dans lesquels nous, on n'est pas présent. D'accord. Voilà, Patrice, la réponse. Merci. Okay. Jean-François. Jean-François. Oui. Non, mais c'est important. Enfin, effectivement, on pourrait se dire, mais alors pourquoi la croissance n'est pas plus forte? Si on regarde le tableau que vous avez sous les yeux, 1% de croissance, en fait, c'est divisé. Vous pouvez le diviser en deux catégories. Le récurrent, le non récurrent. C'est ça. Le récurrent, c'est le nouveau monde. On fait 16% de croissance sur le récurrent. Malheureusement, le non récurrent, il fait moins 11%. Et compte tenu du poids de chacun, c'est ce qui fait qu'on fait 1%. Je vais peut-être préciser quelque chose d'important, notamment sur la partie cybersécurité. Parce qu'effectivement, on dit votre application est reconnue techniquement, vous commencez à avoir des clients, et des belles signatures de nouveaux clients. Pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite? On est encore dans un marché, je parle de marché de la protection des applications, on est encore sur un marché qui n'est pas réglementé. C'est ça. C'est un marché sur lequel on doit avoir un gros travail je vais faire attention aux mots que j'utilise, d'éducation du marché. Vous allez voir Hyundai n'a aucune obligation de protéger son application. C'est ça, c'est non obligatoire. Il n'y a pas de réglementation ni mondiale, ni européenne, ni, je dirais, comment on pourrait dire, sectorielle, contrairement peut-être à d'autres segments de marché qui font que nos clients, ou quelque part nos prospects, sont dans l'obligation. Donc, c'est à nous de démontrer, il y a un effort commercial important à faire pour démontrer en quoi l'application est pas protégée et pourrait être un point d'entrée facile pour les hackers et comment on peut, nous, à travers nos solutions de protection, finalement, protéger les données de l'entreprise et puis les données personnelles des clients, des utilisateurs de services de nos clients. Donc c'est pour ça que le processus est relativement lent. On est très satisfait de la façon dont ça se passe, mais c'est pas, encore une fois, l'aspect réglementaire qui peut arriver un jour. On sait qu'il y a des discussions en ce moment au niveau européen. Ça peut prendre des mois, des trimestres, des années, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des discussions en cours pour justement voir comment ce marché peut devenir un peu plus réglementé, ce qui aiderait en fait quelque part le développement de Verimatrix sur ce segment. Je rappelle que le marché réglementé, c'est notre cas. On est dans le cas d'un marché réglementé dans la partie vidéo. Dans la partie vidéo, si un opérateur veut distribuer du contenu vidéo produit par les studios d'Hollywood, les studios d'Hollywood vont demander à cet opérateur de protéger le contenu. Là, on est sur un marché qui est beaucoup plus réglementé. Voilà. Je propose d'accélérer. Oui, vous pouvez passer quelques. Ça fait déjà 1 heure. Oui, voilà. Alors, vous avez la répartition du revenu par ligne de produit, également la répartition géographique. Je vais juste faire un commentaire sur cette répartition géographique. Vous voyez qu'on est très présent en Amérique latine, 35% du chiffre d'affaires. C'est une zone intéressante, très intéressante même pour Verimatrix, parce que l'Amérique latine, c'est encore une zone très active, y compris dans la télévision par satellite ou par câble. C'est ce qui nous permet de faire mieux que nos concurrents sur ce type d'activité. Amedeo a parlé de clients importants en Inde. Vous voyez que ça représente 14% du chiffre d'affaires de Verimatrix. Aux États-Unis, c'est assez faible. Alors, ça s'explique assez bien.
Évidemment, les États-Unis, c'est un pays, ou en tout cas un continent qui est passé très très vite, très très vite sur la partie OTT. Le marché du broadcasting et de la télévision classique a décéléré beaucoup plus vite par rapport à d'autres parties du monde. Donc c'est pour ça que chez nous, c'est un chiffre d'affaires qui est encore faible. Par contre, on sait qu'on a des belles opportunités sur la cybersécurité dans cette partie du globe. Alors, on a parlé beaucoup de chiffre d'affaires, on a parlé beaucoup de business. Alors, on va parler un peu maintenant de la rentabilité de l'entreprise. Donc, premier élément de satisfaction, c'est évidemment la croissance de l'EBITDA, 18%. Donc, vous voyez que finalement, avec $600 000 de croissance de chiffre d'affaires, j'ai généré $200 000 d'EBITDA, malgré des choix d'investissement importants que l'on a fait en 2023, qui sont de mettre beaucoup plus de moyens sur la partie vente et la partie marketing. Donc, c'est un choix complètement assumé, qui est cohérent par rapport à la stratégie de l'entreprise, parce que pourquoi on investit en marketing ? On investit en marketing parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup plus de reconnaissance de la part sur le segment notamment de la cybersécurité. Il faut qu'on construise un petit peu la reconnaissance de Verimatrix. On doit participer à énormément d'événements, de forums, de discussions pour promouvoir aussi les solutions de protection des applications. Donc ça, c'est un premier choix d'investissement. Le deuxième choix d'investissement, évidemment, c'est un choix de structure commerciale. On a besoin d'accélérer nos revenus d'abonnement. Donc, on a mis beaucoup de moyens sur la partie vente. Vous voyez que pour financer ces efforts d'investissement, qu'est-ce qu'on a fait ? On capitalise sur ce qui a été fait dans le passé au niveau des frais de recherche et développement. Dit autrement, l'effort de développement des produits a été surtout en 2021. À partir de 2022, on est en train d'optimiser nos dépenses de R&D. Vous voyez qu'elles baissent de 5% entre 2022 et 2023. Et puis, l'autre élément sur lequel on a pas mal travaillé, c'est sur l'optimisation des fonctions de back-office, des fonctions de support, les fonctions administratives, où on a également baissé de 5%. Donc, globalement, on a une augmentation de nos OPEX qui est de nos dépenses opérationnelles, qui est 1%, complètement assumé. L'autre élément de satisfaction, c'est la marge brute. La marge brute, elle reste très élevée chez Verimatrix, 70,4 versus 71,4. Et quand on regarde dans le détail, ce qui est très, très intéressant, c'est que finalement, les activités SaaS ont un niveau de marge brute très, très important. Donc, on sait déjà qu'avec la croissance des revenus d'abonnement, on va améliorer la marge brute de Verimatrix au fur et à mesure des années. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on a évidemment un poids important au niveau des frais financiers. Vous voyez que ça pèse pour presque 4 millions de dollars dans l'entreprise. Donc, et ça, encore une fois, c'est un élément qui est important parce que on sait qu'on n'a pas besoin de lever des nouvelles dettes, on n'a pas d'échéance de refinancement non plus. On a ces frais financiers et en fait, toute la vertu du modèle de Verimatrix est supportée par une croissance de chiffre d'affaires très contributrice, donc une croissance de l'EBITDA, ce qui va nous permettre petit à petit de pouvoir absorber tranquillement nos frais financiers et nos éléments de taxes. Je reviendrai après sur la partie consommation de trésorerie, mais vous verrez que la consommation de trésorerie chez Verimatrix est très très limitée, justement grâce à ces modèles un petit peu vertueux que l'on a mis en place avec nos nouvelles offres. Alors, j'ai juste deux petites questions de la part de Lionel, mais je crois que vous avez déjà répondu à une partie puisqu'il a dit comment gérer la dette ou du moins peut-être ses frais financiers. Donc, vous venez peut-être d'en parler avec notamment la croissance. Et donc, du coup, est-ce que vous avez un petit horizon ? Je sais qu'on ne peut pas s'engager, mais au niveau de la rentabilité simplement de Verimatrix.
Alors, on ne s'engage pas. L'engagement que l'on a, nous, sur aujourd'hui, chez Verimatrix, c'est qu'on va faire croître l'EBITDA. Voilà. Pourquoi on va faire croître l'EBITDA? Parce qu'on sait que les nouveaux revenus sont très contributeurs et on sait aussi qu'on continue en permanence à travailler sur l'optimisation et la maîtrise de la structure de coûts chez Verimatrix. J'aime bien dire souvent qu'aujourd'hui, on est arrivé à une structure de coûts qui nous permet finalement de bénéficier à taux plein de la croissance du chiffre d'affaires. Donc, dit autrement, pour rajouter de la croissance de chiffre d'affaires, je n'ai pas besoin d'investir beaucoup aujourd'hui dans Verimatrix. Donc, l'effet va se ressentir très, très vite dans l'EBITDA. L'élément important dans votre question, c'est la partie dette. On n'a pas d'échéance de dette à court terme. On est sur la première échéance de remboursement de la dette, elle est en 2026. Donc, on ne parle pas de 2024. C'est un sujet sur lequel on va commencer à travailler à partir de 2025, ce qui est une très belle, finalement, une belle opportunité pour nous parce que en 2024 et 2025, comme l'EBITDA va croître, on va se retrouver dans une situation où un refinancement d'une partie de cette dette sera évidemment beaucoup plus simple et pourra se faire à des taux beaucoup plus intéressants compte tenu de la santé financière de Verimatrix à ce moment-là. Donc voilà, mais on est par rapport à d'autres entreprises, on a la chance d'avoir une maturité de la dette qui est encore assez longue et qui nous permet de financer notre transformation en toute sérénité. D'accord. Je sais qu'il faut avancer un petit peu, mais j'ai une petite question de la part de Yann. Est-ce que les frais de R&D, justement, ils vont encore augmenter ou ils vont maintenant commencer à décroître vu que les solutions, elles sont lancées? Alors Yann, on ne regarde pas les chiffres que vous avez à l'écran. Yann, les chiffres de R&D, ils ont déjà baissé de 5%. Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'ils vont commencer à baisser, c'est ils ont déjà commencé à baisser. Ils devraient continuer à baisser. Alors attention, on est une société d'innovation, donc on est une société de technologie. Donc on a toujours besoin de continuer à investir à bon escient sur l'évolution de nos produits. Mais comme je vous l'ai dit, le gros de l'effort de développement des nouvelles offres, il a été fait en 2021. Maintenant, on est plutôt dans l'amélioration des fonctionnalités des produits de Verimatrix dans les années à venir. Merci. Alors, on va parler un petit peu de trésorerie. Donc, quels sont les éléments importants à retenir sur la trésorerie? Alors, c'est un tableau un peu technique. Je vais essayer de simplifier le sujet. On a remboursé 2 millions de dollars pour faire baisser notre dette brute en début d'exercice 2023. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut garder en tête dans la variation de la trésorerie. Ensuite, finalement, on a augmenté l'EBITDA. On a un besoin en fonds de roulement qui a baissé. Il a baissé de 4,7 millions de dollars. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un effet bénéfique dans la génération de cash pour l'entreprise. Donc plus d'EBITDA, une baisse du besoin en fonds de roulement. Tout ça permet de financer quoi aujourd'hui au niveau de Verimatrix? Donc finalement, ces deux éléments positifs, c'est des éléments qui sont générés par les opérations, par le business de Verimatrix aujourd'hui. D'accord? En parallèle, on a des besoins d'investissement, par exemple, dans la R&D. Comme je vous l'ai dit, on continue d'investir dans l'amélioration des fonctionnalités. On a 2,8 millions d'investissements sur l'exercice 2023. Cet investissement-là, il a été financé à 100% par la trésorerie générée par le business de Verimatrix. Ça a permis aussi de payer
une partie de tous les leases, toutes les locations, les éléments locatifs que l'on a dans l'entreprise. Puis ça a permis de payer aussi une partie des taxes. On a à peu près 2 millions de taxes que l'on paye. Donc en gros, la consommation de cash de Verimatrix sur 2023, c'est quoi? Si je simplifie un peu, c'est les intérêts qu'on paye sur la dette, d'accord, et c'est le remboursement de 2 millions que l'on a fait sur une des lignes de dette de Verimatrix. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est très rassurant parce que tout le reste est financé par la trésorerie générée par le business. Donc, avec la croissance de chiffre d'affaires et avec la croissance de l'EBITDA, je vais progressivement réduire ma consommation de trésorerie sur les années 2024 et 2025 pour, à un moment donné, passer en génération de trésorerie positive chez Verimatrix. Voilà. Donc, c'est une situation assez saine. C'est une structure de bilan aussi qui est très saine. Je vous ai parlé beaucoup du besoin en fonds de roulement, mais pourquoi le besoin en fonds de roulement il s'améliore? Il s'améliore parce que le business model de Verimatrix, qui est axé sur des revenus d'abonnement, il génère automatiquement une baisse du besoin du fonds de roulement. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un peu le message de conclusion de 2023, c'est stabilisation du chiffre d'affaires, amélioration de la rentabilité, maîtrise des dépenses, maîtrise de la consommation de cash et un bilan solide sans échéance à court terme de refinancement. Alors, justement, maintenant, oui, on voit que l'heure tourne, donc les perspectives peut-être pour… donc, du coup, pour faire un petit résumé, et puis surtout les perspectives pour cette année, même si on a parlé assez de façon détaillée du chiffre d'affaires, de la dette, enfin bref. Donc, voilà, un petit horizon pour 2024, Jean-François. Ouais, alors, 2024, c'est quoi l'objectif de Verimatrix en 2024? Étant donné que nos hypothèses stratégiques sont en train de se vérifier, c'est-à-dire qu'on est convaincu qu'on a fait les bons choix et les chiffres démontrent que ces choix sont les bons, on va continuer dans cette même direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pousser les offres d'abonnement, pousser notre pénétration sur le marché du streaming et pousser notre pénétration sur le marché de la protection des applications chez des nouveaux clients avec des offres un petit peu enrichies. Comment ça doit se traduire tout ça? Pour moi, il y a un élément qui est essentiel en termes de mesure de performance, c'est combien de contrats, quelle va être ma croissance de revenus issus des contrats, revenus garantis pour les 12 prochains mois, l'ARR, supérieur à 20%. On a fait 34% sur 2023. On va continuer à avoir une forte croissance sur l'ARR. Et comme on a bien travaillé notre base de coûts et qu'on a des modèles financiers qui sont très vertueux, on va continuer à améliorer la rentabilité, la profitabilité de Verimatrix. Voilà. Donc, on va terminer par le pitch investisseur finalement. Qu'est-ce que c'est? On s'est positionné sur des marchés de croissance. L'OTT, le streaming, et évidemment la protection des apps, la cybersécurité en général. On a une vraie dynamique d'innovation et une reconnaissance d'innovation. Et on a une transformation en termes de business model vers un chiffre d'affaires qui sera beaucoup plus vertueux. Et puis, il y a un dernier élément qui est important, c'est que on a un pool d'actionnaires qui nous supporte. On a un conseil d'administration chez Verimatrix qui est complètement embarqué dans la stratégie de transformation que l'on mène et qui nous accompagne et qui va continuer à nous accompagner pour les années à venir. Voilà. On a été un peu long. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Donc maintenant, on va pouvoir répondre à vos questions. Alors, il y a eu déjà pas mal de questions de poser. Alors, bien sûr, il y a des questions, bien sûr, sur le cours de bourse, puisqu'il y a pas mal, il y a des actionnaires, bien sûr, qui sont présents.
Bon, je vous avais déjà répondu tout à l'heure un petit peu. On ne peut pas dire dans combien d'années la société présenterait un résultat bénéficiaire. Je ne sais pas si vous pouvez le dire ou pas. En tout cas, bon, vous avez déjà étayé quand même pas mal de pistes. Peut-être un petit explication. On ne peut pas expliquer bien sûr le cours de bourse, mais voilà, que pensez-vous, voilà, pour les actionnaires qui ont aujourd'hui des actions Verimatrix, qu'avez-vous à dire, tout simplement? Moi, je parle comme directeur général, mais aussi comme actionnaire, parce que la valeur aujourd'hui du titre en bourse est décevante pour moi aussi. Et je parle de la valeur de l'entreprise sur sa force de pérennité dans un domaine de la sécurité qui va en continuation avoir besoin de notre société, de nos produits. On s'est organisé pour faire de la croissance, pour gagner des parts de marché. Mais dans la bourse aujourd'hui, les sociétés, les micro-caps, les small-caps sont très pénalisées par l'instabilité mondiale. Et si vous regardez, ce n'est pas que sur Verimatrix, mais toutes les sociétés de notre taille souffrent beaucoup dans la bourse parce que la bourse est souvent, les personnes qui investissent, les institutionnels, ils ont peur des événements mondiaux et ils achètent surtout des sociétés de grande taille. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu que notre valorisation est très faible, trop faible, et que dès que les mouvements internationaux politiques qui ne dépendent pas de nous vont se stabiliser, la valorisation de notre société sera beaucoup plus importante. Parce que on est sur un marché et en plus notre transformation vers le SaaS et le récurrent qui est beaucoup plus prévisible et l'amélioration des bidas qu'on va montrer en 2024 va montrer que notre société est là pour se développer, avoir du succès et générer de la valeur pour tous les actionnaires. Alors justement, pour répondre à deux questions, est-ce que vous, personnellement, vous avez vu la chute qu'il y a eu du titre, vous envisagez éventuellement d'acheter d'autres actions ou pas? Parce que voilà, tout simplement. Je ne peux pas faire des déclarations, mais oui. Vous savez que j'ai déjà investi personnellement. J'ai déjà investi 1 300 000 € dans l'entreprise dans les années précédentes. Et peut-être que je vais encore acheter, mais je ne peux pas faire une annonce. Bien sûr. Bien sûr. Parce que je pense que c'est Moi, je ne peux pas suggérer quoi faire, mais je pense que c'est qu'on a à faire aujourd'hui, acheter des actions de Verimatrix. Oui. Bon, de toute façon, on a bien vu, pour répondre, pour faire un genre de petit résumé, vous êtes en transformation maintenant depuis vraiment 2 ans. Voilà, vous changez un petit peu c'est pas de business model, mais en fait, vous adaptez à la nouvelle offre du marché, à la nouvelle demande. Donc, bien évidemment, il faudra du temps encore un petit peu pour arriver à peut-être accélérer, comme disaient certains, peut-être actionnaires impatients, accélérer cette croissance. Et puis voilà, après, c'est vrai que le cours de bourse, malheureusement, c'est la loi de l'offre et la demande. Vous dites, bon, c'est peut-être sous-valorisé. On verra dans les jours ou dans les mois qui viennent. Hein? Moi, je dis toujours qu'il y a des signaux forts et des signaux faibles. Il faut savoir lire. Il faut que le plus fort, il soit plus fort que le plus faible. Oh, le signal fort, c'est de comparer. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1%, l'EBITDA de 18%, mais c'est qui est 1,3 million. Ça sont les choses que tout le monde peut voir. Et il ne faut pas des génies pour lire ce chiffre. Les signaux faibles sont les choses qui sont dans le sous-sol. Elles ne sont pas visibles, très fortement visibles, mais il faut savoir croire dans la capacité de la société, du management et de la position sur des marchés, de croire dans une société ou dans l'autre. Moi, j'y crois dans Verimatrix. Déjà, c'est bien, on va dire, c'est d'adapter son modèle, d'être flexible, justement, pour repartir voilà, sur le du coup, le SAS.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dernière? Il y a Yann qui persiste en disant l'achat fort serait l'achat d'actions de la part des dirigeants, mais ils peuvent pas dire, ils n'ont pas le droit comme ça. Voilà. De toute façon, si jamais un jour ils achètent des actions, vous le verrez. Oui, on ne va pas vous décevoir. On ne va pas vous décevoir. On va en acheter, mais je ne veux pas dire la date. Parce qu'en plus, on est sur une période interdite parce qu'on va annoncer les résultats du premier trimestre. Oui, voilà, il y a des périodes d'abstention. Voilà. Il y a des choses qu'on doit suivre les règles de l'AMF. Ah oui, sinon, attention, l'AMF a le pouvoir de contrôle des sanctions. Hein. Voilà, bon, je vois qu'il n'y a pas. J'espère qu'on a répondu quasiment à toutes les questions. Alors, vous savez, l'onglet, le chat, là, enfin, l'onglet questions, il est tout petit, puis il y a eu plein de questions. Alors, je ne sais pas que je filtre pas les questions, mais ça va très vite et je ne peux pas remonter trop loin. Alors, j'essaie à chaque fois de les noter, mais bon, j'espère qu'on a répondu à la majorité des questions. Est-ce que vous avez un dernier mot, Amédéo ou Jean-François, un petit mot? Un petit mot final? Le mot final, c'est que je souhaite qu'il n'y ait plus de guerre, plus de lutte politique, parce que les politiques nous mettent des barrières. Vous ne pouvez pas vendre dans ce pays-là, en Russie ou en Chine. Et nous, on a un potentiel de marché beaucoup plus large et on est limité parce qu'on doit suivre les règles politiques de tout le monde. On est sur un marché qui va à démontrer de la forte croissance dans les années à venir. Et nous, on a une technologie fantastique parce qu'on est toujours, par chaque client qui essaye et là, je viens d'Inde de la semaine dernière parce que notre client, ce n'est pas Reliance, notre client a vérifié toute la concurrence sur le lancement de nouveaux produits et a dit que notre produit est le meilleur du marché et va signer un contrat avec nous. C'est-à-dire, moi, je suis tranquille d'un point de vue produit. On a changé toute la force commerciale pour les adapter au modèle SaaS et abonnement. Et on est prêt maintenant. On n'a plus d'excuses pour le futur. On doit vraiment bien performer et livrer de la valeur pour les actionnaires. D'accord. Oui, moi, je me permets peut-être de rajouter un petit mot. Donc, je vous invite tous à suivre l'actualité de Verimatrix. Dans la mesure du possible, on essaye de plus en plus de communiquer, de pouvoir émettre des press releases. Alors, tout ça, évidemment, c'est conditionné à l'autorisation de nos clients de le faire, de vous inscrire sur les listes de diffusion, de suivre. On fait également pas mal de webinars qui permettent aux actionnaires de mieux comprendre l'offre Verimatrix avec des exemples clients. Voilà. Et puis, comme l'a dit Amédéo, bien dans quelques semaines, ça va venir assez vite. On aura le plaisir de communiquer la performance du premier trimestre 2024. Écoutez, donc voilà, donc dans quelques semaines, il y aura le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024. Écoutez, merci beaucoup déjà à tous les participants d'avoir pris du temps pour écouter donc ce webinaire donc de Verimatrix. Merci à Amédéo, merci Jean-François. Écoutez, peut-être une prochaine fois pour un nouveau webinaire avec Bourse Direct. Donc je vous rappelle Verimatrix, donc le mnémonique c'est VMX. Voilà, c'est au compartiment C, je crois, de l'Eurolist et valeur visible au PEA, PME.